La police de l'eau et de l'environnement de la région du Kadiogo, déterminée à faire des entreprises des modèles en matière de gestion de l'environnement, de l'eau et de l'hygiène, elle a initié une vaste opération de contrôle de ces établissements. Des motifs de satisfaction ont été soulignés, mais aussi des insuffisances constatées. C'est parti depuis ce 14 novembre pour les premières journées nationales du transport par rail. C'est un cadre de réflexion sur les enjeux liés à la compétitivité du réseau ferroviaire burkinabé dans la sous-région. Bonsoir mesdames et messieurs et bienvenue. On ouvre ce journal par cette vaste opération de contrôle de la police de l'eau et de l'environnement de la région du Kadiogo dans les entreprises. Objectif s'assurer du respect de la réglementation en matière de gestion de l'environnement, de l'eau et de l'hygiène. Plus de 300 unités de production ont été inspectées et sensibilisées. Si la plupart sont en règle, les contrôleurs ont décelé quelques insuffisances liées notamment à l'absence d'autorisation de construction de forages. Amadou Diko. Dans les locaux de l'entreprise BIA, une équipe de la direction régionale de l'eau, de l'assainissement et de l'environnement du Kadiogo, Aimé Dilassina Ouattara et ses collaborateurs sont en opération de contrôle des établissements en matière de gestion de l'environnement, de l'eau et de l'hygiène. La visite va débuter dans l'entrepôt, puis l'atelier et enfin le stockage des eaux usées. Après un tour des lieux, place au résultat du constat. En tout cas, nous sommes effectivement très satisfaits. L'aménagement également qui est là, c'est très bien. Voilà. C'est véritablement bien. C'est des exemples en tout cas qu'on ne voit pas généralement comme ça, sous nos cieux. Alors, ce sérieux que vous mettez, on vous encourage toujours à rester effectivement dans ça. BIA est un bon élève en gestion de l'environnement, de l'eau et de l'assainissement, mais l'entreprise ne remplit pas la totalité de la conformité. Alors, on s'est rendu compte que l'entreprise BIA a réalisé effectivement son audit, mais le processus n'a pas pu aller effectivement jusqu'à son apothéose. Donc, ce qui nous a amené à leur demander d'aller un peu plus vite, voilà, d'essayer effectivement de terminer ce processus-là afin de se conformer à ce que dit effectivement le Code de l'environnement. L'opération de contrôle des établissements en matière de gestion de l'environnement, de l'eau et de l'hygiène a touché plus de 300 entreprises. La majorité de ces unités contrôlées sont dans les normes selon la police de l'eau et de l'environnement qui invite les autres à se conformer. Il faut dire que les contrôles ne concernent pas que les unités industrielles, mais également les ménages. Parce que qui dit police de l'eau, dit police de l'eau et de l'assainissement. Et qui dit police de l'environnement, dit police des établissements classés. Et la police de l'eau et de l'environnement contrôle, en grosso modo, tout ce qui est activité et qui permet à ces derniers-là d'impacter négativement sur l'environnement. Sont concernés par cette opération de contrôle de la police de l'eau et de l'environnement, les unités industrielles, les stations-service et les ménages, entre autres. Parlons de gestion de l'environnement. Les mines font partie également des entreprises assujetties au respect de la réglementation à travers la réhabilitation des sites dégradés. À la mine de Houndé Gold au Péréchon, le ministre des Mines est allé échanger avec les acteurs du secteur sur les difficultés et les perspectives de développement des entreprises minières, maillon essentiel de l'économie burkinabé. Franck Ismaël Koudou, Soto Justin Nabéry. Le ministre chargé des mines et des carrières à la mine de Houndé. Cette visite a pour objectif de s'imprégner des réalités du site, d'échanger avec les acteurs sur les difficultés rencontrées et d'examiner les perspectives de développement de la société. Vous le savez, l'exploitation minière, pour qu'elle soit rentable, doit être respectueuse d'un certain nombre de valeurs, d'un certain nombre de textes, mais également, il importe qu'il y ait un climat propice, apaisé, qui soit favorable. Nous ressortons ici avec un bilan globalement satisfaisant parce que ce que nous avons vu nous font croire que
que Houndé a toujours un lendemain meilleur devant lui et Houndé pourra faire performer davantage avec tout ce qui est projet en termes d'extension de la mine. Lors de la visite, les équipes de la mine ont présenté au ministre les dispositifs opérationnels, les normes de sécurité en vigueur, ainsi que les actions de responsabilité sociale mises en œuvre au profit des communautés locales. Nous avons également échangé avec les responsables de la mine sur les responsabilités sociétales et leur accompagnement également dans la formalisation et l'encadrement des artisans miniers. Comme vous le savez, c'est un élément assez important contenu dans le code minier, mais également dans la vision du gouvernement qui est de faire en sorte que les mines industrielles puissent avoir une parfaite entente et symbiose avec la communauté locale. Pour le directeur pays d'Indevo Mining, cette visite témoigne de l'excellente collaboration entre la mine de Houndé et le ministère chargé des mines. Nous sommes fiers des contributions que nous avons pu avoir au niveau de la commune, au niveau de la région tout entière. Nous avons un programme ambitieux en termes de renforcement des capacités du contenu local avec les entreprises de la région qui ont bénéficié de pas mal de formations sur les opportunités de la mine et qui ont bénéficié d'une politique volontariste afin de permettre aux enfants, aux fils de la région de bénéficier davantage des retombées de la mine. Le ministre a également rencontré les artisans miniers de Houndé. Au cours de cette rencontre, il s'est voulu rassurant, promettant un meilleur encadrement ainsi qu'une formalisation progressive de l'activité minière. C'est la première fois à Houndé, ici dans la province du Tuy, que nous puissions rencontrer un ministre chargé des mines et des carrières. Nous sommes beaucoup satisfaits parce que monsieur le ministre nous a promis des couloirs d'activité. Et avec ces couloirs-là, nous pensons que la tractation entre artisans miniers et les sociétés minières vont vraiment diminuer, si je peux le dire, vont finir. Avec une hausse de production de près de 2 tonnes par rapport à l'année passée, la mine de Houndé entend jouer pleinement sa partition dans le développement local et économique du pays. À travers cette visite, le ministre chargé des mines et des carrières réaffirme sa volonté à faire du secteur minier un levier fort de développement local au Burkina Faso. La gestion des ressources naturelles au cœur d'un atelier dans la commune de Manga, sous la houlette de la Direction générale des eaux et forêts, plusieurs acteurs du domaine se sont réunis pour parler de la préservation des ressources naturelles transfrontalières que le pays partage avec le Ghana. L'idée est de trouver des mécanismes pour une bonne gestion des ressources naturelles qui se trouvent tout le long des frontières des deux pays. Plus de précisions avec Archimède Boy. Le Burkina Faso veut assurer une gestion durable des ressources naturelles qu'il partage avec ses voisins. Dans cette dynamique, il a bénéficié d'un appui du PNUD et du Fonds mondial pour l'environnement pour la mise en place du projet de gestion intégrée de l'aire protégée Ponazinga Sicily, en abrégé PONASI. Cet atelier de Manga vise donc à partager les bonnes pratiques en matière de gestion transfrontalière des ressources naturelles. Au niveau des ressources, il faut plutôt anticiper. Il ne faudra pas attendre que la menace soit dans la case pour espérer trouver les solutions. Il faut asseoir les acteurs qui mènent quotidiennement les activités tout autour, les écouter, trouver des pistes de solutionnement au regard des difficultés que nous rencontrons ça et là. Le projet du complexe PONASI, qui s'étend sur une superficie de plus de 354 000 hectares, touchant 11 zones villageoises, veut aussi améliorer les conditions de vie des populations. Quand je prends l'exemple du Ghana, il y a des ressources en eau que nous partageons ensemble, qui constituent parfois même des frontières naturelles. Nous avons des espèces fauniques. Si je prends les éléphants que nous partageons avec le Ghana. Nous avons des aires de pâture que nous partageons avec le Ghana. Donc il faut se concerter pour d'abord les gérer durablement et puis éviter qu'il y ait des conflits d'utilisation entre les communautés qui vivent ensemble. En perspective, les travaux de cet atelier permettront aux initiateurs
d'identifier les ressources naturelles transfrontalières en vue de réviser les conventions entre le Burkina Faso et le Ghana. C'est parti depuis ce 14 novembre pour les premières journées nationales du transport par rail. C'est un cadre de réflexion sur les enjeux liés à la compétitivité du réseau ferroviaire burkinabé dans la sous-région. L'événement est initié par la Société de gestion du patrimoine ferroviaire du Burkina. C'est à l'occasion de la célébration de ses 30 années d'existence. Diakalia Siri, Soto Justin Dabiri. Au nom du gouvernement du Burkina Faso et du peuple insurgé, je déclare ouverte la première édition des Journées nationales de transport par rail. Ainsi, le ministre Adama Luc Sorgho procède à l'ouverture officielle des toutes premières Journées nationales du transport par rail. Initiée par la Société de gestion du patrimoine ferroviaire du Burkina, SOPAFEB, ces premières journées du transport par rail se veulent un cadre de concertation et de réflexion avec l'ensemble des acteurs afin de redynamiser le réseau ferroviaire burkinabé. 2 jours durant, plusieurs activités seront au cœur de ces premières journées. Il y aura 2 conférences thématiques sur la gestion des infrastructures, sur même les infrastructures, les projets à venir, et une réflexion générale sur l'avenir du rail au niveau du Burkina. Et la deuxième journée, demain, comme l'a dit le MC dans la salle, nous allons commencer par faire découvrir même les infrastructures ferroviaires au niveau du Burkina, notamment en particulier au niveau de Bobo-Dioulasso où nous sommes, à travers une excursion avec le train. À une époque où le transport routier présente des insuffisances liées à l'état de dégradation avancée de certains axes, le transport par rail, selon le ministre chargé des infrastructures, représente une alternative crédible et stratégique pour le transport des marchandises et biens en masse. Les transporteurs ont du mal à respecter le règlement 14. Bien qu'on fasse ce qu'on peut faire, chacun fait ce qu'il peut pour transformer souvent les gabarits, faire des surcharges, et c'est ce qui dégrade nos routes. Nous pensons qu'il faut mettre l'accent sur les rails. Et je crois qu'avec cette journée, ces réflexions permettront de voir dans la sous-région. Bien sûr, vous avez constaté qu'il y a quand même plusieurs délégations du Mali, du Niger et de la Côte d'Ivoire qui sont là. Réfléchir, voir comment nous allons faire pour développer les rails. Vous savez, si on veut développer un pays et qu'on n'arrive pas à transporter des marchandises en grande quantité, forcément, cela va poser des problèmes en termes de logistique, en termes de structuration du développement. Et c'est pour ça que la Chambre de commerce est engagée sur ces premières journées. Depuis nos indépendances, les rails ont connu à peine 100 km de rallongement entre Ouaga et Kaya. Cela n'est pas normal. Après la cérémonie d'ouverture, le ton de ces premières journées nationales du transport par rail a été donné à travers une conférence inaugurale sur le thème transport ferroviaire, historique, état des lieux et perspectives. Une conférence inaugurale qui a permis de dresser l'historique du réseau ferroviaire au Burkina Faso depuis l'époque coloniale à nos jours. À Kaya, les autorités administratives se concertent pour une meilleure structuration du développement économique et social de la région des Kulsé, une dynamique qui passe par un nouveau référentiel qui prend en compte l'aménagement de son espace territorial. Hier jeudi, le gouverneur de la région a réuni acteurs de la société civile et partenaires techniques et financiers pour le démarrage du projet, en perspective l'élaboration d'un document sur les axes stratégiques. Maxime. Ces acteurs dessinent la région des Kulsé de demain. Le schéma régional d'aménagement et de développement durable du territoire en cours d'élaboration explique la trajectoire de développement du Centre-Nord à l'horizon 2040. La région est touchée par l'insécurité. Elle accueille un nombre important de déplacés internes et le Conseil régional, à travers cette planification spatiale, veut réactualiser sa vision, identifier les espaces projets, consolider la gouvernance afin de faciliter l'intégration économique. Il se veut la voie vers un aménagement intégré et cohérent du territoire régional avec l'élaboration des schémas provinciaux, communaux et directeurs d'aménagement et de développement durable du territoire. Toute chose qui permettra d'accompagner le processus de décentralisation en cours dans notre pays et d'assurer un développement intégré et harmonieux de la région du Centre-Nord.
L'élaboration du référentiel est participative et le document provisoire devrait être disponible d'ici la fin du mois de novembre en attendant le processus de validation. À terme, l'objectif est d'améliorer la gestion des ressources et faciliter le développement harmonieux dans la localité. Ce schéma est un outil qui va permettre à chaque citoyen de la région de développer ses aspirations et de contribuer au développement de la région. Et pour nous, c'est un outil à la limite de lutte contre le terrorisme. Et c'est pour cela que nous pensons que tous les citoyens devraient s'approprier ce document, notamment les collectivités territoriales qui sont les acteurs étatiques les plus proches des populations. Si nous arrivons à dérouler notre schéma selon les aspirations des populations, je pense que les écarts d'injustice vont se réduire et les frustrations vont disparaître. La délégation spéciale régionale assure la maîtrise d'ouvrage sous la houlette d'un cabinet. Il reçoit d'ailleurs son contrat à cet atelier financé par le projet communautaire de relèvement et de stabilisation du Sahel. Sa mission, rédiger le rapport diagnostic et évaluer le degré d'adhésion au chemin retenu. Depuis 10 ans derrière, qu'est-ce qui a changé sur le territoire pour voir l'évolution des choses dans tous les domaines? Éducation, santé, milieu physique, eau, à boire, tout. C'est toute la société qui est prise en compte. Tout ce qui a changé. Voilà. Et quelle est la situation aujourd'hui? Exactement. C'est bon, c'est pas bon, ça a mal évolué ou bien ça a bien évolué. C'est la photographie d'aujourd'hui. Et ensuite, on va essayer de voir si on ne fait rien et les choses évoluent comme elles ont fait depuis 10 ans jusqu'à aujourd'hui. Quelle sera la situation? À ce jour, 7 chemins régionaux sont en cours d'élaboration. Ils permettront une coordination optimum des actions de développement du territoire national afin d'accompagner la politique nationale en matière de décentralisation et réduire les disparités entre régions. Dans la suite de ce journal, à l'Institut international d'ingénierie de l'eau et de l'environnement d'Ezieux, l'entrepreneuriat et l'innovation estudiantine au cœur du processus d'apprentissage. Chaque année, le parcours entrepreneur récompense les meilleurs projets portés par des jeunes ingénieurs. Pour l'édition 2025, près de 200 candidats étaient en compétition. Pour la finale, c'est un système de recyclage des eaux grises prenant en compte les ménages qui a séduit le jury. Le point avec Moussa Ouattara et Hassen Konditate. Parmi les 5 finalistes de l'édition 2025 du parcours entrepreneur de 2IE, Brian Giovanni Aboubakar Sorgo s'est nettement démarqué. Son projet SGCOM propose un système de recyclage des eaux grises, celles issues du ménage, de la lessive ou de la vaisselle, pour les rendre réutilisables dans les foyers. Une solution simple, accessible et efficace face au défi d'accès à l'eau. Son système innovant a convaincu le jury qui lui décerne la première place, ainsi qu'un soutien financier de 2 250 000 francs CFA pour développer son projet. Je suis dans un quartier là où de nombreuses personnes déversaient leurs eaux devant les portes et ça créait de nombreux soucis, maladies, odeurs. Et pas fini, j'ai compris qu'il faudrait vraiment une solution pour permettre aux foyers là de mieux gérer ces eaux au Burkina Faso. Et c'est comme ça que m'est venue l'idée de créer un système pour recycler les eaux. Étant donné que j'étais confrontée à des masters, à des doctorants, mais avec l'aide de l'incubateur 2IE et bien sûr l'aide de mes parents, j'ai compris que si j'y mettais les efforts, je pourrais arriver à remporter le premier prix. Et finalement, c'est ce que j'ai fait. Près de 200 candidats étaient inscrits pour cette édition du parcours entrepreneur. Après la compétition, les lauréats ne sont pas laissés seuls. Ils bénéficient d'un accompagnement. L'objectif étant que leurs projets deviennent des entreprises capables d'impacter durablement les communautés. Non seulement on les suit, mais on les encourage à intégrer l'incubateur 2IE, mais aussi la pépinière d'entreprise 2IE. Aujourd'hui, je dois dire ici qu'il y a certaines entreprises où 2IE prend même des actions à les accompagner aujourd'hui. Donc on les suit. En dehors, on suit tous nos étudiants, même ceux qui ne sont pas inscrits dans le parcours entrepreneur. Aujourd'hui, on a un dispositif de suivi de tous les étudiants sortant aussi de 2IE. En particulier ceux qui vont créer des entreprises et créer de la richesse et créer des emplois. Le parcours entrepreneur a été initié en 2013. C'était à l'origine un programme de formation et de compétition pour identifier et coacher les talents parmi les étudiants de 2IE. Il a grandi au fil des éditions
pour inclure des formations intensives, des challenges thématiques et des partenariats avec des acteurs comme des incubateurs ou des investisseurs. Dans le même élan de l'excellence académique, l'École supérieure de commerce et de l'informatique de gestion ESCO-IGES célèbre également ses étoiles à travers un événement symbolique. Les meilleurs étudiants ont été honorés par des trophées, des attestations et du numéraire. C'est une manière de promouvoir une saine émulation entre les apprenants. Bamouri Traoré, Maxime Ilbou. Placée sous le signe de la promotion de l'excellence du travail et du leadership estudiantin, cette journée a rassemblé le corps professoral, les étudiants, les parents d'élèves ainsi que plusieurs invités venus encourager la jeunesse estudiantine burkinabé. Dans son allocution, le directeur général de ESCO-IGES, l'École supérieure de commerce et d'informatique de gestion, félicite les lauréats pour leur rigueur, leur persévérance et leur sens du dépassement de soi. Notre mission a toujours été claire, former des hommes et des femmes compétents, responsables et intègres, capables de relever les défis de leur temps et d'impacter positivement et durablement leur environnement. Aujourd'hui, à travers cette journée de l'excellence, nous célébrons le mérite, la rigueur et la persévérance. Ces valeurs qui fondent notre identité et qui guident nos étudiants tout le temps de leur parcours académique. Notre rôle, c'est de suivre tout ce qui est aspect académique. Et donc on n'a pas ménagé nos efforts pour suivre un peu les directives du ministère et aussi du CAMES. Et c'est dans ce sens que même selon les recommandations du CAMES, il faut encourager les étudiants qui font des efforts. Les 9 lauréats ont été récompensés pour leur performance dans diverses filières allant du commerce international à la gestion des entreprises, en passant par l'informatique de gestion. Des prix symboliques composés d'attestations, de trophées et gadgets technologiques leur ont été remis pour saluer leur réussite. Recevoir ce prix pour moi représente un signe d'excellence en fait. Ça nous donne du tonus à aller de l'avant, à nous surpasser, à nous challenger. Et c'est une très belle initiative de l'établissement d'instaurer en fait cette journée d'excellence. Je mesure l'ampleur du travail qui m'attend. Vu que je suis major de ma filière, je dois redoubler d'efforts pour pouvoir toujours garder cette place. Ce que je vais dire aux parents, c'est merci pour le soutien, que ce soit physique, financier. Si je suis là ici, c'est grâce à eux qui ont fait l'effort de payer ma scolarité. Et à l'administration, je dis un grand merci. Ça fait vraiment plaisir de savoir que nos efforts sont reconnus. En clôturant l'événement, les responsables de ESCO-IGES ont réaffirmé leur ambition de faire de l'établissement un pôle d'excellence et d'innovation éducative au Burkina Faso, en plaçant l'étudiant au cœur de leurs priorités. Cette célébration de l'excellence marque ainsi une étape importante dans la vie académique de l'école, tout en rappelant que le savoir et le mérite demeurent des piliers du développement. La chance a encore touché un parieur de la loterie nationale burkinabé. Jeudi dernier, l'agence Ouaga 3 de la LONABé a servi de cadre à la remise officielle d'un chèque d'environ 65 millions de francs CFA à Tandam Kendrebeogo, heureux gagnant du super gros lot du PMP. Maxime Ilbou. Après plusieurs combinaisons, ce parieur finit par trouver le gros lot du 4+1 du 19 octobre dernier. Il empoche la somme de 65 429 000 francs CFA pour une mise de 300 francs. En recevant son chèque, le désormais millionnaire Tandam Kendrebeogo est la preuve vivante que la LONABé, l'autorité nationale burkinabé, fait des heureux gagnants. Un gain qui va sans doute changer le quotidien de ce ferrailleur de profession. Ce jour, j'ai fait plusieurs combinaisons avec X et une simple. Finalement, c'est la dernière qui sera bonne. La chance me sourit après 10 ans de jeu. C'est vrai que j'avais l'habitude de gagner, mais pas autant. J'invite les parieurs à jouer et grâce à Dieu, ils seront millionnaires. La nationale des jeux du hasard, au-delà du divertissement, change des vies.
Tout en prodiguant quelques conseils à l'heure du jour, la direction de la LONABE invite ce dernier à mûrir son projet et à y investir. Nous sommes en Afrique. Quand quelqu'un a de l'argent, la famille a de l'argent. Donc j'invite les parieurs à nous faire confiance, à tenter leur chance, parce qu'au-delà des jeux, ils contribuent au développement du Burkina Faso. Nous allons vers la fin de l'année. C'est des périodes où nous avons beaucoup de gagnants. Je souhaite bonne chance à tous ceux qui vont tenter leur chance et que la chance de M. Kendrebeogo se multiplie sur beaucoup de Burkinabés. Dans son message, la conseillère technique rappelle que la LONABE demeure un véritable partenaire de développement, comme le stipule son slogan « Les lots aux gagnants, les bénéfices aux Faso ». Dans quelques heures, ce sera l'apothéose de la grande fête des acteurs de cinéma africains, la 10e nuit des Sotigui Awards, événement qui récompense ces stars du 7e art du continent. Eh bien, l'événement, c'est tout à l'heure à partir de 21 h. Ce sera en direct sur BF1. Nous avons en direct depuis Canal Olympia, l'une de nos équipes. Je crois que la technique nous a lâchés. Eh bien, vous aurez en direct tout à l'heure à partir de 21 h la cérémonie des Sotigui Awards. C'est pour tout à l'heure sur BF1. Voilà, ce sera tout pour cette édition. Désolé pour ce souci technique, mais sachez que la cérémonie sera en direct sur BF1 à partir de 21 h. Merci de nous avoir suivis et excellent week-end à toutes et à tous. Bonsoir.